La fermeté du gouvernement français vis-à-vis des clandestins. La police a procédé à l'aube à l'évacuation du gymnase du 11e arrondissement. L'abbé Pierre met en cause l'attitude de l'hôtel Matignon. Dans ce journal, l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger. La maladie de la vache folle, tous les regards se tournent vers Bruxelles où le comité vétérinaire se réunit demain. Le nettoyage de printemps sur les rives de la Seine, les nouveaux tarifs au péage d'Autoroute et les nouveaux pavés du Paris-Roubaix. Madame, Monsieur, bonsoir. Les forces de police ont donc expulsé ce matin à l'aube les quelques 300 étrangers, dont beaucoup en situation irrégulière, qui occupaient un gymnase du 11e arrondissement à Paris. 63 d'entre eux devraient être reconduits à la frontière, ceux qui n'ont pas charge de famille. Pour les autres, le gouvernement s'est engagé à étudier chaque cas en détail. Mais cette intervention matinale des forces de l'ordre a provoqué un début de polémique entre l'hôtel Matignon et l'abbé Pierre. Sébastien Vipère et Jacques Garniche. 6 heures du matin, des centaines de policiers et de gendarmes viennent évacuer le gymnase Jati. Un gymnase où 294 personnes d'origine africaine en situation irrégulière ont passé la nuit. Aux alentours, des manifestants opposés à cette évacuation sont interpellés. Journalistes et membres de Médecins du Monde sont mis à l'écart. On n'a absolument pas pu rester avec les familles. Il faut quand même dire qu'il y a près de 100 enfants à l'intérieur, une grande majorité à moins d'1 an. Il y a beaucoup de femmes et il y en a aussi beaucoup qui sont enceintes. L'expulsion effectuée à la demande de la mairie de Paris a lieu, semble-t-il, dans le calme. Les familles sont ensuite transférées au centre de rétention de Vincennes où leur dossier est examiné. L'abbé Pierre, venu apporter son soutien aux familles, s'en est pris à Alain Juppé. Selon lui, le Premier ministre lui aurait assuré hier au téléphone qu'il n'y aurait pas d'expulsion. Ou bien M. Juppé ne m'a pas dit toute la vérité. Il savait que c'était prêt à expulser ce matin dimanche, et dans ce cas-là, il m'a menti. Ou bien il ne le savait pas, mais alors c'est qu'il n'a pas d'autorité sur son ministre de l'Intérieur ou sur le préfet de police, mais dans ce cas-là, qu'il laisse la place à d'autres. Une version démentie par les services du Premier ministre pour qui aucun engagement de ne pas évacuer le gymnase n'avait été pris. Dans l'après-midi, la totalité des familles retenues à Vincennes a recouvré la liberté. Elles devront se présenter à la préfecture pour examiner leur situation. Pour 63 autres personnes, dont une majorité de Maliens, la procédure d'expulsion du territoire français a été engagée. Et à l'instant, à Blois, l'abbé Pierre est revenu sur cette mise en cause du Premier ministre. Alain Juppé ne m'a donné aucune assurance, dit l'abbé Pierre, qu'il n'évacuerait pas le gymnase. L'intégration des étrangers en situation régulière nécessite la fermeté à l'égard des immigrés clandestins. C'est ce qu'a déclaré Jean-Louis Debré sur France Inter. Cette nuit, le tribunal de Paris a annulé les mesures d'expulsion qui frappaient une quarantaine d'Africains arrêtés dans l'église Saint-Ambroise. Les juges ont estimé que la police n'avait pas respecté les règles de forme. La préfecture a décidé de faire appel. Ce soir, de nombreuses familles africaines et des associations qui les défendent se sont regroupées à nouveau devant le gymnase du 11e arrondissement. Elles font face aux forces de l'ordre. Valérie Fourniou et Guillaume Fautra. Sous l'œil des CRS. Comme s'il tentait le diable, un nouveau rassemblement ce soir à l'appel de l'association Droit Devant. Tous sont sans papier, en situation irrégulière. J'ai perdu mon papier, je suis dans la merde, je ne travaille pas, je ne trouve pas d'emploi ni rien de tout. Mes enfants, ils sont dans la merde. Vous n'avez pas peur de vous faire arrêter? Certains ont été expulsés. Mais oui, bien sûr, j'ai peur. Quand je vois un public d'or, j'ai peur. Comment on peut faire? On n'a pas de choix, c'est tout. Pas le choix, lorsque l'on n'a aucun droit, à part celui d'être arrêté comme vendredi dernier. Sur les 300 qui occupaient l'église Saint-Ambroise, 63 sont aujourd'hui expulsés. On n'a mis personne dans un guet-apens. Les familles ont décidé d'investir à un moment donné cette église Saint-Ambroise. Elles ont fait appel aux associations pour les soutenir. Nous sommes arrivés pour les soutenir, nous continuerons à les soutenir. Pourtant, à jouer la carte du rapport de force avec les autorités, les associations ont pour l'Église exposé toutes ces personnes en situation irrégulière. La solution prise à Saint-Ambroise, celle prise ce matin, sont des solutions en tout point exécrables et qu'il aurait fallu les éviter, qu'on pouvait le faire, et que là il y a effectivement un choix de savoir si on veut véritablement prendre la défense des gens ou si on veut soi-même se médiatiser au maximum. Polémique sur l'art de régler des situations complexes. Mais au milieu, il y a des gens avec des histoires humaines souvent dramatiques. Des gens pleins d'espoir. Jusqu'à la régularisation de la situation des sans-papiers.
Avec nous ce soir, Monseigneur Lustiger, l'archevêque de Paris. Monsieur le cardinal, bonsoir. Vous vous étiez rendu vous-même auprès des Africains quand ils occupaient l'église Saint-Ambroise. Vous les aviez assuré de votre soutien et les CRS sont intervenus dans l'église. Je suis indigné ce soir, mais vraiment indigné, sur la manière dont des organisations, Amara a dit, les familles ont décidé. Mais je voudrais bien savoir comment 400 Africains, dont pratiquement pas 1 sur 10 ne parle français, venant de toute la région parisienne, dont une centaine de femmes et d'enfants, et plus des enfants, en très bas âge, ont pu trouver l'église Saint-Ambroise au même moment, au même instant. Le curé n'a pas été prévenu, et Monseigneur Gaillot a été prévenu en Turquie. Alors j'aimerais savoir comment cela s'est fait par hasard et spontanément. Vous dites qu'il y a une manipulation ? Je dis qu'il y a une inconscience par rapport au sort et un mépris de ces Africains par des gens qui ont d'abord une stratégie politique en tête. Mais sur ce droit d'asile qu'ils espéraient donc en venant dans votre église. Le droit d'asile, le droit français ne reconnaît pas de droit d'asile. Nous n'avons comme droit d'asile que notre bonne volonté et notre conscience. Il n'y a aucun droit là-dessus. Les églises sont des propriétés, les églises en question sont des propriétés des communes. Nous en sommes responsables devant les pouvoirs publics. Et la consigne extrêmement ferme qu'ont tous les curés de Paris, comme tous les curés en France, c'est que dès que les conditions de sécurité ne sont plus observées en raison de l'occupation d'une église, il faut immédiatement demander une réquisition auprès des autorités de police, ne serait-ce que pour être couvert du point de vue de la responsabilité civile. Mais ça paraît bizarre, pour ne pas dire choquant pour certains, de voir qu'un curé, je suppose qu'il l'a fait avec votre consentement, donne les clés de son église à des forces de l'ordre pour aller en déloger des... Tout curé n'a pas besoin d'un ordre, il a la consigne. Dès qu'une église est occupée, et tous les ans ça se produit, par des gens de droite comme par des gens de gauche, c'est le seul espace libre où on peut croire faire une manifestation sans demander rien à personne. Quand il y a 400 personnes, dont des nourrissons, les conditions de sécurité ne sont plus remplies. Le curé a le devoir, parce que sinon il est responsable de demander la réquisition des forces publiques. Ce qui se passe après ne dépend pas du curé. Alors, les associations disent que vous avez livré les clandestins aux forces de l'ordre. C'est faux. Ce qui se passe après dépend des pouvoirs publics. La preuve, c'est qu'une église comme Saint-Nicolas du Chardonnay, on a fait la réquisition, elle est toujours occupée. Depuis 1977, je crois. Depuis 1977. Et donc, vous n'avez pas demandé, si vous avez demandé les forces de l'ordre, mais elle vous a été refusée cet appui? Parce que les forces de l'ordre dépendent du pouvoir politique, et le pouvoir politique n'est pas tenu à intervenir. Même quand il y a un jugement. Même quand il y a un jugement, le juge ne peut pas forcer les pouvoirs publics à procéder à une intervention si les pouvoirs publics estiment qu'il peut y avoir trouble pour l'opinion, trouble pour la sécurité. Et donc en réalité, la réquisition elle est automatique dès qu'une église est occupée par des gens qui mettent en danger la responsabilité civile de celui qui en est responsable. Nous avons le devoir, ne serait-ce que pour les assurances, pour la responsabilité civile, d'en faire une déclaration au commissariat de police. Alors, Monsieur le Cardinal, vous parlez de manipulation. En réalité, dans cette affaire, dire qu'on a livré des gens en les dénonçant à la police, c'est un mensonge. Dans ce cas-là, il faut dire que chaque fois qu'on occupe une église, on a le droit d'être hors la loi. Nous sommes tenus à observer la loi, y compris les lois de sécurité. Les églises ne sont pas des zones de non-droit. Ces églises ne sont pas des zones de non-droit, de non-sécurité, ne serait-ce que pour les pompiers, pour l'incendie. Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait eu une panique? Alors, vous vous rendez compte? 100 gosses, des nourrissons. Imaginez qu'il y ait une panique. D'autre part, on a essayé, c'est pas la première fois que cela arrive, toujours quand il y a dire que les catholiques, les prêtres, moi le premier, je sais ce que c'est que d'être sans droit et d'être un immigré. On l'a assez dit ces derniers jours. Et j'ai honte pour ceux qui osent dire les paroles qu'ils ont dites et écrire les articles qu'ils ont écrits, notamment dans un grand journal du soir. Je trouve ça scandaleux, c'est de la tartufferie journalistique. Alors, Monsieur Cardinal, vous parlez de manipulation, ça serait une manipulation de qui et pour qui, quand on voit par exemple que l'abbé Pierre ou que Monseigneur Gaillot sont dans ces manifestations et dans ces manifestations de soutien? Je pense qu'ils ont été abusés, comme ça arrive quelquefois. En tout cas, dans le cas précis, on ne sait pas qui a convoqué ces Africains dans ce guet-apens. Si nous avions été consultés, prévenus, comme c'était le cas, parce que des occupations d'églises faites dans le passé, il y a encore actuellement une opération qui a été menée il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est les chrétiens, les prêtres, les militants, les responsables, des centaines et parfois des milliers de gens qui se dévouent, qui ne sont jamais devant les caméras. Vous pensez que les associations ne servent pas les immigrés en situation irrégulière ou régulière? Je pense que dans ce cas-là, elles se sont servies des immigrés pour défendre leur point de vue. Voilà ce que je pense dans ce cas précis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les immigrés?
Il faut les défendre, il faut les aimer. Et alors, il y a le problème très général, le problème politique. Si, il y a le problème politique de la législation française. C'est une autre affaire, celle-là. Mais dans le cas précis, on ne se sert pas des Africains comme de la chair à canon. S'il y en a 40 qui sont expulsés, voilà tout ce qu'on aura gagné. C'était irresponsable ou bien faire un calcul politique en disant on se fiche des Africains, ce qui compte c'est la défense de notre association et regagner un crédit d'opinion publique. Vous dites qu'il faut les aimer, mais certains sont en situation irrégulière certes, mais ils ont fait leur vie en France, ils ont des enfants qui sont français, puisque nés en France. C'est le fond de l'affaire. Mais le fond de l'affaire, là, je l'ai dit, je le répète, et je ne suis pas le seul, c'est l'enseignement de l'Église et c'est la conviction de tous. C'est pas parce que nous n'allons pas faire de l'exhibitionnisme devant les caméras qu'il n'y a pas des gens qui usent leur force et leur énergie pour essayer de les aider et de défendre leurs droits. Et c'est eux, c'est en leur nom que je suis indigné ce soir. Parce que c'est se moquer d'eux, c'est se moquer de ce qu'ils font. Alors je reviens maintenant aux occupations d'églises antécédentes. Il y a encore actuellement sur une occupation, sur un mouvement fait par une affaire faite par une association il y a 2 ans, il y a encore une famille africaine que nous n'avons pas pu reloger depuis 2 ans dans une église. Et celle-là, il reste et est en sécurité dans l'église. Une dernière petite chose, M. Rocard dit ce soir, par exemple, à 7/7, qu'il faudrait revenir sur les lois Pasqua qui créent de l'insécurité juridique pour les étrangers. C'est le problème très général des droits des immigrés et du problème de la gestion de l'immigration. Je pense qu'il y a toute une série de cas. Quand j'y suis allé, j'ai essayé de m'enquérir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et de voir s'il y avait de fait des gens dont les enfants étaient français et les familles n'étaient pas françaises. J'ai essayé de savoir de façon précise qui était là et au nom de quoi et au nom de qui. J'ai trouvé des hommes et des femmes très dignes. C'était tous des musulmans du Mali, des gens très respectables qui se tenaient, mais je ne sais pas très bien dans quel guet-apens ils sont eux-mêmes tombés. Monsieur Cardinal, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous apporter ces explications ce soir. L'autre dossier de ce journal, c'est la maladie de la vache folle. En attendant demain l'avis du comité vétérinaire à Bruxelles, les Anglais vivent le blocus dont ils font l'objet dans l'inquiétude. Inquiétude des producteurs bien sûr, mais aussi inquiétude des consommateurs. Ce midi, le traditionnel roast beef n'avait pas vraiment la cote sur les tables anglaises quand ce n'est pas McDonald's qui élimine tout simplement le bœuf anglais de ses hamburgers. À Londres, Véronique Tavou. En Angleterre, il y a une triple tradition le dimanche. Aller au pub, le Spaniard's Inn, l'un des plus vieux pubs de Londres, était plein ce midi. Boire une pinte de bière, souvent plusieurs, entre amis ou en famille. Et enfin manger le fameux roast beef au repas de midi. Aujourd'hui, seule cette 3e coutume dominicale n'a pas été respectée. Pourtant, ici, bien avant la mise à l'index du bœuf britannique, David Roper, propriétaire des lieux, a décidé de ne plus en servir. Tous ceux qui sont dans la restauration se sentent nécessairement concernés par ce qui se passe. Mais moi, ma viande, je la fais déjà venir depuis 9 mois d'Argentine, d'Australie, du Brésil et du Botswana. Vous ne servez donc pas de bœuf britannique ici? Non, on m'a recommandé de ne pas en servir tant que la vérité ne sera pas complètement établie. Pourtant, malgré les efforts de David Roper, la clientèle du pub a décidé de bouder le traditionnel roast beef dans les assiettes. La tendance était aujourd'hui au plat végétarien. Avant, j'avais l'impression qu'on pouvait bien manger des steaks, des choses comme ça. Le danger, c'est plutôt les hamburgers. Mais maintenant, je ne sais plus. Le super végétarien, la réponse de McDonald's aux inquiétudes du public. Dès jeudi prochain, ils seront servis dans les 600 restaurants en Grande-Bretagne. De toute façon, je ne pense pas qu'ils avaient le choix avec ce qui se passe ici. Évidemment, les compagnies américaines n'aiment pas perdre de l'argent. C'est donc la réponse commerciale du géant américain aux inquiétudes du public britannique. Les burgers seront fabriqués avec de la viande importée d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Après une baisse très nette de la fréquentation de ces restaurants, McDonald's espère ainsi redonner confiance aux consommateurs britanniques. Toute la journée, les Anglais ont réuni à huis clos leurs propres experts. Alors Yannick Le Tranchant, vous vous trouvez près de ces experts. Est-ce qu'on a un petit peu une idée de ce que pourrait être l'attitude des Britanniques dans les jours qui viennent? Eh bien, écoutez, pour l'instant, rien ne filtre de la réunion des scientifiques, des experts indépendants, réunion qui se tient à quelques kilomètres de Londres et qui dure, vous l'avez dit, depuis hier. L'enjeu, en fait, est de savoir si les enfants anglais peuvent ou non manger de la viande de bœuf. L'enjeu est aussi de décider ou non de l'abattage du cheptel. Le gouvernement s'en remettra aux avis, aux conclusions de ces experts et ce sera notamment l'objet d'une séance très attendue demain après-midi au Parlement. Alors Yannick, vu de Paris, on est un petit peu surpris par les changements de point de vue du ministre de l'Agriculture britannique.
Oui, on a parfois l'impression d'entendre tout et son contraire d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre. Le ministre de l'Agriculture, Douglas Hogg, a déclaré aujourd'hui chez nos confrères de la BBC que l'abattage des bovins à risque n'était pas exclu. Le même ministre déclarait hier qu'il ne voyait pas de raison dans l'immédiat de proposer de procéder à l'abattage du cheptel. Alors, un autre ministre, hier encore, celui de la Santé, nous encourageait à manger du bœuf sans aucun problème. Alors, si je puis dire, ça fait un petit peu désordre. Je pense que demain, on devrait y voir un petit peu plus clair, justement. Merci Yannick. En attendant de savoir s'il y a ou non risque de transmission de la maladie de la vache folle à l'homme, les producteurs en France craignent les répercussions de cette affaire sur la consommation de la viande rouge. Et ils s'organisent, comme ont pu le constater Didier Guyot et Philippe Fivet à Lyon, où se tenait aujourd'hui le salon Bovexpo. Réunis pour un week-end, les professionnels de la filière viande ont fait part de leur état d'âme. La maladie de la vache folle frappe exclusivement la Grande-Bretagne, mais tous redoutent néanmoins l'onde de choc. Le produit viande, dans son ensemble, pourrait en pâtir. D'ailleurs, d'ores et déjà, les transactions stagnent et les opérateurs attendent. C'est pourquoi, pour beaucoup, il faut profiter de cette crise et rebondir en expliquant aux Français qu'ils ont des produits de qualité. Actuellement, il y a un choc. Je pense que rapidement, ils vont comprendre que c'est pas chez nous. Si on peut leur prouver l'origine des bêtes, il n'y a aucun problème. On a la conscience tranquille, vous avez bien vu le bétail qu'il y a là aujourd'hui. Hein. Mais est-ce que le consommateur va jouer le jeu, va penser? Il faut que le distributeur, par exemple, boucher ou grande surface, donne des attestations solides et puis il n'y a que ça de vrai. Hein. Contrôler tous les maillons de la filière, informer le public et certifier de la qualité du beefsteak qu'il trouvera dans son assiette, c'est la politique commerciale suivie par des éleveurs du Charolais. Depuis le 2 février dernier, un agrément du ministère de l'Agriculture atteste que de l'abattoir aux grossistes, la viande est de qualité. Ça consiste à constituer un dossier qui définit toutes les étapes depuis la production, c'est-à-dire depuis la fourche, jusqu'à la fourchette, jusqu'à l'assiette du consommateur. Et donc toutes les étapes qui permettent de garantir une viande de qualité sont contrôlées et certifiées. Un exemple qui sera vraisemblablement suivi par tous les autres producteurs. Le consommateur pourra ainsi identifier le produit qu'il achète. Attentat à l'explosif la nuit dernière contre une agence bancaire d'Ajaccio. L'attentat n'a pas fait de victime et n'a pas été revendiqué. Et puis à Bagnoles de l'Orne, c'est le casino qui a été l'objet d'un hold-up. 8 hommes armés et cagoulés se sont enfuis avec la caisse. La société Cofiroute se lance dans le péage à tarif modulable. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous emprunterez l'autoroute et de l'heure à laquelle vous en sortirez. L'économie pourra atteindre jusqu'à 35% ou bien un surcoût de 25%. Question de choix. Les explications de Pascal Golomer et Frédéric Faure. Retour sous le soleil, le week-end à la mer est terminé, l'autoroute est belle, tout va bien. Et puis soudain, à 17h05 précise ce dimanche, la mauvaise surprise au péage de sortie vers Paris. Le tarif vient d'augmenter de 25%. Vous avez remarqué quelque chose au niveau du prix? Oui, j'ai remarqué que c'était du racket, oui. Vous ne comprenez pas la décision? Je comprends pas. Monsieur est en colère, la société qui gère les autoroutes A10 et A11 vers Bordeaux ou Rennes ne veut pourtant que son bien. Étaler en fait le trafic vers la capitale sur toute la journée de dimanche en jouant sur les tarifs. 35% de remise entre 9h et 11h du matin par exemple, mais 25% en plus entre 17h et 21h. Certains automobilistes pourraient changer leurs habitudes et promis, ça ne rapporte rien à l'autoroute. Il ne s'agit pas d'une augmentation de tarif déguisé, puisque nous avons 4 heures de tarif rouge qui vont permettre de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire, bien évidemment, mais également 8 heures de tarif réduit. Et en fait, l'augmentation de chiffre d'affaires des heures rouges sera compensée par la perte de chiffre d'affaires des heures vertes. Donc il ne s'agit pas de gagner plus d'argent? Pas du tout. Globalement, le résultat sera neutre. Encore faut-il maintenant convaincre ceux qui payent. Ah bon sang, 74 francs, dis donc, ça va pour eux. Hein. Vous trouvez ça normal? Non. Non, c'est pas normal. Vous allez changer vos habitudes, vous partirez plus tôt la prochaine fois? Je partirai aux heures, c'est moins cher. Ça a augmenté à 17h de 25%. Ah bon? Non, j'ai pas encore vu, mais je vais regarder mes comptes ce soir. L'opération sera menée tous les dimanches et les jours fériés, uniquement en direction de Paris. Bon voyage. Le grand nettoyage de printemps, tout le week-end des opérations se sont multipliées en France. Exemple à quelques kilomètres de Paris, sur les rives de la Seine, près de Villeneuve-Saint-Georges. Reportage de Patricia Charnelet et Jean-François Becquet. Donc c'est parti, on passe en tête, le silure passe en tête. Serge, tu sais où intervenir.
Drôle de croisière. Les bateaux s'arrêtent dans les endroits les plus sordides, le long des berges de la Seine, transformés par les riverains en gigantesques dépotoirs. Le spectacle est affligeant, tout est jeté sur ces rives. Carcasses de voitures, matelas, détritus, des tonnes de déchets. Aujourd'hui, grâce à l'action conjointe de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, des écologistes, du port autonome de Paris, plusieurs zones sont nettoyées, scrupuleusement. Les ordures sont hissées à bord des bateaux pour être ensuite rassemblées dans les décharges. À l'origine de cette opération, une poignée de bénévoles. Ils prennent la terre comme une poubelle. Le Val-de-Marne n'est pas le seul département concerné. Des tonnes d'immondices sont également ramassées en Seine-Saint-Denis, Essonne, Yvelines, Val d'Oise. Bref, des milliers de franciliens sont concernés et pourtant, ce matin, les volontaires du nettoyage étaient bien peu nombreux, mais très motivés. À la banlieue, il y a plein de problèmes qu'on ne peut pas forcément éviter. Donc ça effectivement, si on arrête de salir et qu'on fait un petit effort pour le nettoyer, je pense que très vite, ça pourra devenir agréable. Ce grand nettoyage de printemps est sans doute nécessaire à une prise de conscience collective. La lutte contre la pollution dépend aussi de solutions concrètes et durables. La condamnation des accès aux voitures et aux motos. Et une information publique aux riverains par des panneaux d'information, l'installation de poubelles, de bancs, de promenades. Réhabiliter les rives de Seine pour réconcilier les riverains avec son environnement proche. En cette si douce fin de semaine, des hommes et des femmes ont ramassé les ordures des autres. Pour ces défenseurs de l'environnement, les premières odeurs du printemps auront été surtout nauséabondes. La semaine contre le racisme touche à sa fin. Plusieurs centaines de jeunes écoliers ont assisté à une projection d'un dessin animé de Steven Spielberg, Fievel dans le Nouveau Monde, l'histoire d'une petite souris victime du racisme. Leurs impressions recueillies par Jeff Wittenberg et Michel Levasseur. Ils sont nés de parents chinois, africains, français, maghrébins. Ils sont inscrits dans les écoles primaires du 3e arrondissement de Paris et ils sont invités à réfléchir sur le rejet des autres. Ce ne sera pas un exposé barbant ni une leçon de morale, ce sera un dessin animé. Derrière le destin des souris pourchassées par des chats exterminateurs, derrière les gags et les rebondissements, un plaidoyer implacable contre le racisme, une fable, comme disent les adultes, qui interpelle. On dit que ça aux enfants et pas aux grandes personnes. Parce que tu comprends, les grandes personnes, elles n'écoutent rien. Elles sont sûres d'avoir toujours raison. Pourtant, c'est eux qui ont créé la devise fraternité et liberté. Sur un sujet comme le racisme, en tout cas, les enfants d'aujourd'hui ont oublié leur naïveté. Plus que cela, leur vision du monde est bien souvent pessimiste. Il y a plus de racisme qu'avant. Il y a des enfants qui disent, par exemple, à un Chinois qu'il a changé d'école parce qu'il y avait trop de Chinois. Il y en a qui frappent des autres gens, qui frappent des enfants. Et pour ces enfants-là, la couleur de la peau n'est pas toujours seule en cause. Est-ce que tu vois du racisme, toi, aujourd'hui, autour de toi? Oui, c'est les pauvres. C'est pas bien de vivre dans la rue comme ça et de manger les choses qui sont dans la poubelle. Le racisme, l'exclusion des sujets graves que les instituteurs trouvent normal d'évoquer en classe, même si ça ne suffit pas. C'est quand même aux parents, et d'abord à eux, de parler à leurs enfants des problèmes de racisme qui existent à l'heure actuelle en France. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants, d'en faire des citoyens d'un pays laïque, d'un pays pluriethnique. Car à 7, 8 ou 9 ans, on croit à ce que disent les grandes personnes. Le respect des autres s'apprend, parents ou enseignants, c'est toute leur responsabilité. Que serait l'enfer du Nord sans ses pavés? La grande classique cycliste Paris-Roubaix sans ses chutes. Pour éviter que les secteurs pavés disparaissent, les fans se mobilisent à Sarre en Rosière. Par exemple, un passage de plus de 2 km vient d'être refait à Neuf. Marianne Mas et Dominique Mas. Ici, on les appelle les queues de pie, des petits pavés taillés en pointe. L'enfer du Nord, c'est eux. Leur pire ennemi, le bitume, qui commençait à leur grignoter du terrain. Depuis quelques années, les organisateurs du Paris-Roubaix ont donc lancé un SOS au Conseil Général, Opération Sauvetage. Imaginez un peu des Savoyards à qui on raboterait leurs montagnes. Nous, on nous rabotait nos pavés, on mettait du macadam. Mais maintenant, je crois que tout le monde a compris que les pavés, il faut absolument les préserver. Et puis, il faut préserver surtout cette grande dramatique qu'est Paris-Roubaix.
La dramatique, elle tient surtout au décor. Une chaussée bombée au milieu et creusée de nids de poules sur les côtés. Ici à Beuvry, la rénovation a commencé il y a quelques jours. Sur 2 km 400, on a entièrement redressé la chaussée et installé un système de drainage. Premier essai comparatif par les coureurs du Vélo Club de Roubaix. Il n'y a pas les ornières sur les côtés, on pourra plus facilement doubler parce qu'auparavant il fallait toujours passer par le milieu du pavé, surtout quand il y a du mauvais temps. Paris-Roubaix, c'était la course à risque, c'était une grande dramatique, mais aussi la course où le coureur avait peur d'une chute, etc. Maintenant, c'est une course très dure, difficile, mais qui s'humanise, donc elle va être mise pratiquement à la portée de tous les grands coureurs. La rénovation, une aubaine aussi pour les riverains. L'Enfer du Nord et les nids de poules, c'est toute l'année qu'ils les subissaient. Paris-Roubaix, tout casser, ça dure 2 heures. Et nous, on vit à longueur d'année ici sur ce pavé. Fallait quand même pas exagérer non plus, hein. Moi aussi, j'aime bien avoir des fleurs sur ma devanture et avoir une belle devanture, une belle cour et tout. Et quand vous êtes toujours dans l'eau, inondé, tout ça, c'est pas agréable, hein. Oui, hein. On promet en tout cas que la nouvelle chaussée durera au moins 100 ans. 100 ans, tiens, c'est l'âge du Paris-Roubaix. Voilà, donc les pavés seront plus humains. Le Paris-Roubaix, ce sera bien sûr sur France 2 le 14 avril. Les patineurs français reviennent bredouilles du championnat du monde d'Edmonton au Canada. Une mauvaise performance à 2 ans des Jeux Olympiques. La nouvelle championne du monde à 15 ans, elle s'appelle Michelle Kwan. Surya Bonali, en terminant 5e, s'enfonce doucement dans le classement. Laurent-Frédéric Bollet. Approcher la perfection, ça fait toujours plaisir. 2-6 et 7-5-9 en artistique, pas de doute, Michelle Kwan est bien la nouvelle reine du patinage mondial. Ses parents peuvent être contents, un titre, ça vaut bien une petite larme. Tout cela sera peut-être banal si l'américaine d'origine chinoise n'était âgée de 15 ans seulement. 15 ans et déjà une aptitude incroyable à réaliser des triples sauts et des combinaisons dans le contexte le plus dur qui soit, un programme libre des championnats du monde. À vrai dire, 2 patineuses plus jeunes ont déjà été championnes du monde. À 14 ans pour la Norvégienne Sonia Eni, à 15 ans et quelques jours pour l'Ukrainienne Oksana Bayoul. Michelle Kwan est leur digne héritière. À 2 ans des Jeux Olympiques, son règne ne fait sans doute que commencer. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France de football avec une affiche explosive Marseille-Auxerre au stade Vélodrome. Quant aux Nîmois qui jouent en National 1, ils recevront Montpellier de Division 1 bien évidemment. Le Salon du Livre, Geneviève Moll est notre envoyée permanente au salon, vous le savez, avec Olivier et Robert. Ils ont suivi un père et ses 2 enfants. Ils avaient décidé de ne pas dépenser plus de 300 francs au salon, pari tenu. Il faut vraiment avoir l'inconscience de l'enfance pour s'allonger en plein milieu d'une allée du Salon du Livre. Il y a en effet tant et tant de monde que circuler est déjà bien difficile. Lorsque nous avons rencontré Luc et ses 2 enfants, ils faisaient une pause aux éditions Guillaume et d'Inger, qui s'intéressent surtout à la formation des jeunes. À la fin du jeu, Anne-Sophie et Alexis avaient gagné une casquette. Ils pouvaient poursuivre leur voyage. Mais avec un impératif, l'argent. Vous allez leur acheter des livres? Bonne question. C'est pas évident, certainement pour leur faire plaisir. Ils auraient fait une petite réduction, ça aurait fait vraiment très plaisir à tout le monde. Luc est venu avec l'idée d'acheter le dernier Paolo Coelho, le Pèlerin de Compostelle. Les enfants, eux, peuvent encore choisir. Devant les éditions du Rouergue, Anne-Sophie flash pour Le Petit Monde, l'histoire d'un jeune reporter de son âge qui lui raconte l'année 1995. Quant à Alexis, il fonce chez Pocket Junior où il choisira de la science-fiction. Luc aura dépensé entre 200 et 300 francs, c'est la moyenne pour les visiteurs du salon. À peu près 200 à 300 francs peut-être, pas plus. 100 francs? Je lis beaucoup, je peux pas acheter régulièrement des livres à 100, 150 francs le livre, je peux pas. Pourtant, chez Franco Maria Ricci, aujourd'hui, on a vendu des livres entre 140 et 1500 francs. Jacques Toja est mort, le comédien et ancien administrateur de la Comédie Française s'est éteint la nuit dernière, il avait 66 ans. On se souviendra de lui pour ses rôles de jeune premier sur la scène ou à l'écran et pour sa fonction d'administrateur de la Comédie Française où il avait succédé à Pierre Dux.
De Rossini, on connaît surtout le Barbier de Séville, mais il a composé beaucoup d'autres opéras, comme le Turc en Italie, une farce musicale brillamment montée au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Bruno Albin et Daniel Lefebvre. Plage bourgeoise à l'italienne, la femme, l'amant et le mari qui dort. Dans sa chambre, un poète en mal d'inspiration. Un touriste venu d'ailleurs. Une bonne pincée de musique et d'esprit, c'est tout ce qu'il faut à Rossini pour monter sa turquerie. Avec des personnages somme toute éternels. Il lui fallait un ridicule, c'est lui. Je suis le mari cocu. Ça existe, ça? Oui, c'est dans l'opéra, hein. Il lui fallait aussi un jeune premier, il est turc et fait du tourisme en Italie. Il est aussi à la recherche de nouvelles femmes pour son harem. Et la première qu'il rencontre, c'est la plus belle, Fiorilla. Et Fiorilla, la voici, enfin la prima donna, derrière le petit chien. Du bel canto, c'est sûr, mais pas vraiment comme d'habitude. C'est vraiment une histoire très simple, tout à fait dans le style de Broadway. Un opéra vénérable, dépoussiéré avec tout le respect dû au plus français de tous les compositeurs italiens, et la musique n'y perd rien. Toy Story, le film de John Lasseter, arrive mercredi en France après avoir fait un tabac aux États-Unis. Toy Story, un film entièrement réalisé sur ordinateur. Nicole Cornu-Langlois. Vous voyez, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes ludiques du jeune Andy. Woody le cow-boy était le jouet préféré, le chef du groupe, jusqu'à l'arrivée d'un jouet impressionnant venu d'ailleurs, Buzzy l'éclair, pourvu d'une batterie de gadgets terrifiante. Conçus en images virtuelles par Pete Docter, ces deux héros peuvent aussi avoir une vie autonome. Non, tu peux pas. Si, tu peux pas. Rivaux d'abord, Woody et Buzzy font une surenchère d'exploits, mais finiront par être complices pour se sortir de nombreux périls. Mais pourquoi avoir utilisé des images de synthèse ? L'image virtuelle n'est pas supérieure, elle est différente du dessin animé. Chaque technique a ses points forts. Les jouets sont difficiles à dessiner en 3 dimensions et l'ordinateur le fait très bien. Les expressions, elles, sont plus difficiles à représenter. Mais l'allure générale est plus vraie que nature. Le comportement de ces jouets virtuels est directement copié sur celui des humains, comme ces petits soldats mêlés à la famille. Mais la famille, elle, est assez discrète car elle est plus difficile à représenter. C'est surprenant au début, mais on se sent très vite à l'aise dans cet univers virtuel. Notre objectif était de créer de vrais personnages, de raconter une histoire. Franchement, nous considérons les ordinateurs comme des outils. À la façon d'une caméra, c'est un nouveau domaine pour la caméra. Mais les personnages restent notre principale préoccupation. Et c'est vrai que ces personnages sont drôles, attachants, à travers des aventures spectaculaires et téméraires, dont ils sortiront vainqueurs, car la virtualité Walt Disney doit aussi être rassurante. Retenez-moi par ma queue!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. Le dernier journal, ce sera à Florence Daucher vers minuit 15. Demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Gérard Leclerc recevra Michel Barnier, le ministre des Affaires européennes. Je vous retrouverai demain à 20h et je vous souhaite une bonne soirée sur France 2.